Ravi de vous retrouver dans cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Au Gabon, c'est une véritable cure de jouvence que va connaître le chemin de fer gabonais. Un programme de remise à niveau vient d'être lancé par la société d'exploitation du Trans-Gabonais. Nous irons au Nigeria où un surprenant groupe de chantres a attiré l'attention du public à l'occasion du Nouvel An des politiques qui ont arboré la casquette de chantre. Et puis c'est désormais chose faite aux États-Unis. Une américano-somalienne a été investie ce mercredi à la Chambre des représentants de l'État du Minnesota. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Commençons avec la page du Gabon. Tout d'abord, c'est en bref et en images, direction Port-Gentil. Profitant de sa visite dans la capitale économique du Gabon, le Premier ministre du Gabon, Emmanuel Issoufou, était auprès des sinistrés, les 17, dont du quartier Bac Aviation, qui ont perdu leur maison à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans la ville il y a quelques jours. Une enveloppe de 20 millions de francs CFA leur sera octroyée. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines sessions d'information avec Mirandangé. En bonne place de ce journal, suite et pas fin de présentation des vœux au chef de l'État Ali Bongo Ondimba, comme plusieurs autres avant eux, la presse gabonaise a présenté ses vœux au président de la République Ali Bongo Ondimba, occasion pour les journalistes de présenter les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier. Lariska Lormamengi. Face au président de la République, la presse gabonaise venue lui souhaiter les vœux du Nouvel An. Au nombre des problèmes soulevés par les hommes des médias, la question de l'incompréhension autour du nouveau code de la communication. Le nouveau code de la communication, entré en vigueur le 2 janvier dernier, est une avancée significative dans la volonté des pouvoirs publics de réguler, mais également d'organiser la presse. Cependant, il comporte des contradictions réelles au bon fonctionnement de la presse privée. J'accorde un attachement à une presse libre, mais responsable, crédible et professionnelle, dit Ali Bongo Ondimba. Le nouveau code de la communication est, comme vous l'avez si bien souligné, destiné à réguler, à organiser la presse dans notre pays. Et il n'est nullement question d'accorder des avantages à certains acteurs et surtout de pénaliser d'autres. C'est pourquoi le ministre d'État en charge de la communication ne ménagera aucun effort pour dissiper les zones d'ombre et les zones de malentendus. La situation des confrères d'Africa numéro 1 sans salaire depuis plusieurs mois a été également évoquée. J'ai instruit le gouvernement de trouver les voies et moyens de sortir de cette crise. Réconfortant pour certains, bien que d'autres, dans la même situation, sont restés sur leur faim. J'aurais également voulu que le président parle de la situation qui prévaut également à l'agence gabonaise de presse, qui connaît, qui est en proie à des difficultés comme nos confrères d'Africa numéro 1. Cette rencontre avec les hommes et femmes des médias de ce jeudi a permis au chef de l'État d'attirer l'attention de chacun sur la responsabilité de tous quant à leurs écrits qui, pour certains, sont pleins de haine et d'appels au non-respect des institutions. Retrouvons Lariska Lormamengi sur les images de Richard Evin Mbumba. Trop d'organes de presse véhiculent des messages de haine et de division. Cette façon d'user de la liberté de la presse ne participe pas au développement du pays, encore moins à informer objectivement la population, au dire du président Ali Bongo Ondimba. Ces pratiques, loin de grandir ceux qui en sont les promoteurs et adeptes, trahissent plutôt leur haut degré de militantisme au service d'intérêts qui sont loin d'être ceux de leur noble profession. C'est le lieu de vous appeler à nouveau à la rigueur professionnelle, à une disponibilité à toute épreuve pour la recherche permanente de l'information, son traitement, son équilibre avant sa publication, et ce conformément à la déontologie de votre métier. Sur cette question, les réactions des confrères ne se sont pas fait attendre. Il faudrait que nous ayons la possibilité de voir si ce que nous faisons ne porte pas atteinte au pays, ne porte pas atteinte à un individu, ne porte pas atteinte à une institution. Donc tout cela appelle à la responsabilité. La presse, elle est libre.
Mais on nous dit également que les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Avec l'avènement de la presse en ligne et des réseaux sociaux, le métier de journaliste est sans cesse écorné par ceux qualifiés encore de faux prophètes, profitant de la naïveté du peuple pour donner des informations erronées ou extrapolées visant à déstabiliser le pays. Toute chose qui, selon le chef de l'État, devrait appeler les journalistes gabonais à plus de responsabilité et de vigilance. Pas en reste dans ce rituel de vœux. Ce jeudi, les forces de défense et de sécurité, ils ont présenté leurs souhaits au chef de l'État, chef suprême des armées Ali Bongo Ondimba. Et c'est sur fond d'engagement et de bilan de l'année écoulée que les chefs de commandement des corps armés gabonaises ont adressé leurs vœux au numéro 1 gabonais. Le reportage de Ludmila Tuntum. Les forces de défense et de sécurité nationale étaient ce jeudi face au président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité nationale, Ali Bongo Ondimba, dans le cadre de la présentation des vœux de Nouvel An. Une cérémonie placée sous le signe du bilan des forces de défense et de sécurité nationale. La gendarmerie a fait preuve de vigilance en mettant hors d'état de nuire des réseaux de trafiquants de tout genre. Fait marquant de cette action, l'arrestation et la saisie courant juillet 2016 des personnes détenant illégalement 3 caisses de matériel informatique et de télécommunications sophistiquées destinées à un usage subversif. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, après un encouragement à l'endroit des forces de police et de défense nationale, a usé d'un rappel à l'ordre et de la fermeté pour la matérialisation d'une armée opérationnelle et républicaine. Le défi de la sauvegarde des valeurs de l'homme habillé, qu'il soit militaire, gendarme, policier ou pompier et autres. Ces valeurs, à entendre les complètes de nos citoyens, de nos concitoyens, tendent à disparaître chez certains d'entre vous et jettent le discrédit sur l'ensemble des forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi je vous demande de lutter avec la plus grande fermeté pour bannir de vos rangs tous ceux qui, adeptes de l'indiscipline, de la paresse, ou pire, de la malhonnêteté, ternissent l'image de nos forces au Gabon comme à l'étranger. Vous devez donc veiller constamment à la qualité du recrutement en renforçant les enquêtes de moralité afin que la sélection soit plus rigoureuse. En définitive, les vœux des chefs des corps auront été marqués par des actions menées tout au long de l'année écoulée, mais également les perspectives envisagées pour rendre plus opérationnelles nos forces de défense et de sécurité. Je vous l'annonçais en titre, c'est une véritable cure de jouvence que va connaître le chemin de fer gabonais. Un programme de remise à niveau vient d'être lancé par la société d'exploitation du Transgabonais grâce à un appui de 61 milliards de francs CFA, un prêt de l'Agence France de développement. Kevin Oswald Dukaga sur les images de Katia Sandon. 710 km du chemin de fer gabonais va connaître dans les mois à venir une véritable bouffée d'oxygène. Une cure de jouvence qui sera rendue possible grâce à l'appui de l'Agence française de développement qui vient de faire un prêt au Gabon à hauteur de 61 millions de francs CFA. Un appui considérable pour la société d'exploitation du Transgabonais qui a vu ces dernières années une dégradation sans précédent du chemin de fer. De façon pratique, les travaux déjà lancés consistent au renouvellement de la totalité de plancher de la voie principale en remplaçant plus d'1 million de travers constitués de bois en fin de vie pour béton bibloc de 200 kg. En outre, ces travaux concernent également la gestion des circulations, des équipements de sécurité et des communications d'ici à 2019. Des travaux qui seront réalisés sur 8 ans. Le chemin de fer du Gabon, dont le premier tronçon fut mis en service en 1978, relie la capitale Libreville à l'intérieur du pays, donc un véritable appui sur les échanges économiques dans le pays. Au Gabon, l'AFD a consacré en 2015 un peu plus de 53 milliards de francs CFA pour le financement des projets. Ces investissements ont porté sur les infrastructures aéroportuaires, portuaires, routières, électriques et téléphoniques, avec un total d'engagement de 498 milliards de francs CFA. Et pour refermer cette page du Gabon, polémique sur les logements sociaux des sites d'Angondje au nord de Libreville et de Bikele à une quinzaine de kilomètres de Libreville lors d'une visite sur ces lieux par le secrétaire général de la Société nationale du logement social SNLS et des agents du ministère de l'Urbanisme et du Logement. Un constat a donc été posé. Curieux
le trafic de logements. Plus de 400 logements ont été vandalisés et occupés illégalement. Dans l'optique de rétablir l'ordre dans les sites d'Angondje situés dans la commune d'Akanda dans le nord de Libreville au Gabon, suite à l'occupation illégale des logements sociaux, les autorités avaient saisi le procureur de la République. Le 10 août 2016, l'État gabonais, via le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, avait saisi le tribunal de Libreville aux fins d'expulsion des personnes installées irrégulièrement dans les logements sociaux des sites d'Angondje et de Bikele. Par ordonnance en date du 11 août 2016, le président du tribunal de première instance de Libreville accueillait favorablement cette demande. Peu après l'appel au déguerpissement des squatters, des jeunes parmi les occupants illégaux mettaient le feu à certaines installations. Pour le procureur de la République qui a été saisi sur ce dossier, les auteurs doivent répondre de leurs actes devant la loi. Un incident d'une certaine gravité a été noté sur les sites d'Angondje. C'est la destruction volontaire de biens mobiliers, précisément l'incendie des tuyaux d'approvisionnement en eau qui étaient entreposés sur les lieux. Une enquête a été immédiatement ouverte et à ce jour, 3 personnes, dont 2 mineurs, ont été identifiées comme les auteurs présumés de cet acte délictuel. Ils seront présentés très prochainement au parquet de la République. L'implication du procureur dans ce dossier ouvre donc une porte aux sanctions à venir et aux poursuites à l'endroit de toutes les personnes ayant participé à la destruction des biens de l'État. Poursuivons avec la page Afrique de cette grande session. Tout d'abord, le président de la RDC, Joseph Kabila, a reconduit ce mercredi la médiation de l'épiscopat congolais en vue de l'application de l'accord de cogestion de la République démocratique du Congo jusqu'à l'élection de son successeur, a-t-on appris de sources concordantes. Karl Boussougou s'en fait l'écho. Les évêques catholiques de la République du Congo ont assuré ce mercredi après-midi avoir obtenu le soutien du chef de l'État Joseph Kabila pour poursuivre leur médiation dans la tractation pour la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016. La rencontre de la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo avec le chef de l'exécutif est intervenue un jour après que des membres de la majorité ont exprimé des réserves quant à l'application de l'accord. Le chef de l'État se dit disponible à accompagner la mise en œuvre de cette mouture. Il a donné sa parole. C'est plus important. Il a demandé aux évêques que ce qui reste. Nous lui avons dit et il nous a demandé de continuer, révèle le porte-parole de la Senko, Donatien Solé. Pour les évêques, le dernier accord est plus inclusif, car il a été construit par toutes les parties, même celles qui ont refusé de le signer à la fin. L'accord du 31 décembre avait pour objectif de désamorcer la crise causée par la non-tenue des élections au terme du mandat du président Kabila le 19 décembre dernier. Selon cet accord, le président Kabila reste à son poste jusqu'à l'élection et peut briguer un nouveau mandat. Le gouvernement sera dirigé par le Rassemblement réuni et Étienne Tshisekedi, leader de cette plateforme, aura la gestion du comité de suivi de l'accord. La musique nigériane est connue pour l'afrobeat du légendaire Fela Kuti ou les tubes des pop stars Davido et Wizkid, mais un surprenant groupe de chanteurs, comme je vous le disais en titre, a attiré l'attention du public à l'occasion du Nouvel An, les politiciens. Je ne vous en dis pas plus, suivez ce reportage de Marina Boissa. Connu pour son afrobeat légendaire du Fela Kuti, des tubes des pop stars comme Davido et Wizkid, la musique nigériane a eu dans son chant un surprenant groupe de chanteurs pour célébrer le Nouvel An. Des politiciens. Ici, le vice-président Yemi Osibajo qui dirige le chœur où l'on compte l'ancien président Olusegun Obasanjo et l'ex-dirigeant militaire Yakubu Gowon dans une interprétation de l'hymne du XVIIIe siècle intitulée « Oh God, how help in age past ». Signifiant « Ô Dieu notre secours éternel ». Avec des mines solennelles, les poids lourds de la politique alignés en rang, ces politiciens chantent avec des casques vissés sur les oreilles, à la manière des stars de We Are the World de Michael Jackson et Lionel Richie dans les années 80. La vidéo se veut d'abord un message de paix dans un pays déchiré par les conflits des islamistes de Boko Haram du nord-est aux rebelles indépendantistes du sud. Sur fond vert et blanc du drapeau national, des images du théâtre national à Lagos et du Parlement à Abuja exaltant la fierté nigérienne interrompent à quelques reprises ce moment de communion musicale.
Dans ce pays, beaucoup s'en remettent à l'intervention divine. Pour Obasanjo, ancien chef d'État, Dieu a créé le Nigeria tel qu'il est. Dieu ne se trompe pas. Nous devons remercier Dieu pour cela. Ce n'est pas la première fois que des officiels nigériens se mettent en scène en chœur pour promouvoir l'unité nationale. Le mois dernier, des soldats paramilitaires et membres des forces de police avaient déjà publié un clip vidéo pour Noël où l'on voyait des officiers en uniforme danser sur Feliz Navidad pour souhaiter un joyeux Noël. Et la page Afrique se referme en Gambie où le chef de l'armée gambienne, Ousmane Badji, a réaffirmé ce mercredi son soutien inébranlable à Yahya Jammeh. Celui-ci, pressé de quitter le pouvoir à la suite de sa défaite à la dernière présidentielle, a saisi le même jour la Cour suprême pour de nouvelles plaintes contestant les résultats de l'élection de décembre dernier. Le récit de Larissa Matsomo. Le général Ousmane Badji a renouvelé l'assurance de la loyauté et du soutien inébranlable des forces armées gambiennes au président ainsi qu'aux autorités, a-t-il écrit en félicitant aussi Yahya Jammeh pour son engagement personnel envers l'armée. Le chef de l'armée gambienne a par ailleurs plusieurs fois réitéré ses critiques contre la commission électorale indépendante et son président, Alieu Omar Ndje, à l'origine, selon lui, d'erreurs inacceptables. Ce dernier a fui la Gambie pour le Sénégal. Le président de la commission électorale indépendante, dont les locaux ont été fermés durant 2 semaines, craignait pour sa sécurité. Le parti de Yahya Jammeh, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, a déposé mardi 3 janvier 2 nouvelles plaintes auprès de la Cour suprême gambienne. L'issue de la crise post-électorale gambienne est toujours incertaine, alors que le président nouvellement élu, Adama Barrow, doit être investi le 19 janvier. 3 radios privées ont été fermées le 1er janvier sans explication par des membres de l'Agence nationale du renseignement sur l'ordre de leur chef. Par ailleurs, au moins 5 sympathisants de l'opposition ont été brièvement détenus ces derniers jours pour avoir porté ou vendu des t-shirts prônant un changement de régime. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, tout comme les Nations Unies et la communauté internationale, maintiennent la pression sur Yahya Jammeh, même si elle privilégie un transfert pacifique du pouvoir. L'organisation régionale n'exclut pas un recours à la force militaire pour déloger le chef de l'État si celui-ci demeure au pouvoir au-delà de son mandat. Pas en reste dans cette grande session vos actualités hors du continent. Tout d'abord aux États-Unis, Yann Omar a été investi ce mercredi. Cette ancienne réfugiée qui porte un hijab a remporté le 8 novembre dernier un siège à la Chambre des représentants de l'État du Minnesota au nord, une première aux États-Unis telle que nous le rapporte Ludmila Tuntum. La première parlementaire américaine musulmane d'origine somalienne, Ilhan Omar, ancienne réfugiée, a remporté le 8 novembre dernier un siège à la Chambre des représentants de l'État du Minnesota. Elle a été investie mercredi, une première aux États-Unis. La fervente porte-parole des 100 grades du Minnesota et infatigable avocate des musulmans, notamment des jeunes et des femmes originaires d'Afrique de l'Est, veut être un modèle pour l'avenir. Pour que les descendants de Somaliens qui sont des Minnesotiens somaliens puissent s'identifier comme faisant partie de la Chambre du peuple et puissent avoir un visage auquel s'identifier. Ilhan Omar, première législatrice américano-somalienne, a affirmé avoir été la cible d'une diatribe haineuse et islamophobe, émanant d'un chauffeur de taxi dans la capitale fédérale américaine Washington. Inquiète et meurtrie par sa confrontation brutale avec l'islamophobie décomplexée et rageuse, Ilhan Omar, la parlementaire voilée, entre dans les annales de la politique américaine. Cap sur le Pakistan où le pays a libéré ce jeudi 219 pêcheurs indiens détenus pour s'être retrouvés dans les eaux pakistanaises, a indiqué un responsable, soulignant au passage qu'il s'agissait d'un nouveau geste de bonne volonté 10 jours après la libération des libérations similaires. Jamila Bengman. Des dizaines de pêcheurs indiens et pakistanais sont arrêtés chaque année dans la mer d'Arabie après avoir passé sans s'en rendre compte la frontière maritime. Ils croupissent souvent en prison, même une fois purgé leur peine en raison des mauvaises relations diplomatiques entre les deux pays puissances nucléaires ennemies qui entravent les procédures bureaucratiques. Nous sommes heureux de rentrer chez nous. Nous allons revoir nos femmes, nos enfants, ainsi que nos parents. Nous sommes donc très heureux. Nous allons aussi demander au gouvernement indien de libérer les pêcheurs pakistanais parce qu'ils n'ont commis aucun crime, comme nous d'ailleurs.
Ces 219 pêcheurs, dont certains étaient en prison depuis plus d'1 an, vont être remis aux autorités indiennes au poste frontière de Ouaga, a précisé ce responsable des autorités provinciales du Sindh, Mohamed Nassim Sikidi. 219 détenus indiens ont été libérés aujourd'hui d'un geste de bonne volonté. Des cadeaux leur ont été donnés afin qu'ils aient une bonne réputation au Pakistan, et nos détenus en Inde devraient également être libérés de la même façon pour qu'ils puissent vivre une vie heureuse avec leurs familles et leurs enfants. Une centaine d'autres pêcheurs sont toujours en prison, purgeant une peine d'au moins 6 mois chacun et attendant que l'ambassade indienne confirme leur nationalité, a-t-il ajouté. Le 25 décembre dernier, le Pakistan avait annoncé avoir libéré 220 pêcheurs indiens arrêtés dans ses eaux territoriales. Ouvrons à présent la page des sports. Tout d'abord, au Gabon, à la tête d'une importante délégation, le ministre des Sports s'est rendu dans la capitale économique Port-Gentil ce jeudi, occasion pour elle d'effectuer le dernier tour du propriétaire au stade de Port-Gentil, un des 4 sites retenus pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations Total 2017. Témoins de cette descente, nos reporters Gaël Mapessi et Bertin Saga. La ministre de la Jeunesse et des Sports, accompagnée d'une forte délégation, est allée ce jeudi 5 janvier inspecter et se rendre compte du niveau d'avancement des travaux du stade de Port-Gentil, 4e site choisi pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. De l'ameublement à l'aire de jeu, le docteur Nicole Asselé a scruté avec soin les moindres détails et en sort satisfaite. Je suis venu faire le dernier tour du propriétaire, m'assurer de l'ameublement du stade. Et je peux confirmer que tout est fin prêt. J'en suis satisfaite. Même l'aire de jeu. Nous sommes allés nous-mêmes sur l'aire de jeu. Je pense que ce sera bien et prêt pour le premier match du 17. Situé en plein cœur du département de Benjé, précisément au lotissement d'Orade, le Golden Stadium, comme l'appellent déjà les Port-Gentillais, a déjà pris forme pour accueillir le premier match de la CAN, prévu pour se discuter ici le 17 janvier prochain. Et puis le sélectionneur du Cameroun, Hugo Bross, a rendu public mercredi soir à Yaoundé la liste des 23 joueurs retenus pour la CAN Total 2017, marquée par 7 défections, dont celle de Joël Matip et Eric Choupo-Moting. Jamila Mbengman s'en fait l'écho. Comme le joueur de Lille, Ibrahim Amadou, qui a préféré finir sa saison en club avant de s'engager avec la sélection, Choupo-Moting et Matip ont décliné l'offre de présélection pour la CAN Total Gabon 2017. J'ai fait d'abord une présélection de 35 joueurs. Pourquoi je l'ai fait? Parce que déjà après le match contre la Zambie, j'avais entendu des rumeurs des joueurs qui voulaient ou qui préféraient de rester dans leur club. Je les ai tous appelés. Et j'ai chaque fois eu la confirmation qu'ils préféraient de rester dans leur club. Partout et dans chaque pays africain, quand on joue la CAN, on a un problème. Est-ce qu'on doit peut-être pas une fois revoir la période où on joue la CAN? Parce que ça, c'est la raison. Hein? Le mois de janvier, en plus maintenant, avec le changement de transfert, il y a une période de transfert en Europe. Donc c'est très facile pour les équipes qui ont un peu d'argent. Ah, vous êtes parti un mois, ok, on prend un autre et vous revenez et ta place. Donc tout est compréhensible, mais c'est une très grande difficulté pour les pays africains d'avoir ces joueurs à la CAN. Et ce n'est pas seulement ici. Au Cameroun. Le Cameroun a entamé un stage préparatoire à Yaoundé mardi. Mercredi, l'équipe a effectué 2 entraînements et doit affronter ce jeudi la République démocratique du Congo en match de préparation. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, c'est désormais chose faite. Une véritable cure de jouvence va être soumise au chemin de fer gabonais. Un programme de remise à niveau vient d'être lancé par la société d'exploitation du Trans-Gabonais. Nous étions au Nigeria où un surprenant groupe de chanteurs a attiré l'attention du public à l'occasion du Nouvel An des politiques qui ont arboré la casquette de chantre. Et puis, c'est désormais chose faite aux États-Unis. Une américano-somalienne a été investie ce mercredi à la Chambre des représentants de l'État du Minnesota.
Voilà, madame, monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que, quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.